Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes maintenant en direct sur la page Facebook de la FFTA Théâtre. Voilà, émission de scène tous les mois, le premier lundi du mois. Oui, c'est bien ce qu'on a prévu pour l'instant, le premier lundi du mois, pour parler de l'actualité théâtrale des prochaines semaines, des compagnies théâtrales adhérentes à notre petite fédération. À propos de fédération, quelques informations d'ordre un peu général sur ce qui s'y passe actuellement dans la fédération. C'est dimanche prochain, on a un stage lumière en ligne, donc par Zoom. Donc, ça va être le troisième stage différent avec un nouveau groupe de stagiaires. Donc, ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. On arrive à faire beaucoup de choses pour de la lumière par Zoom. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, il peut rester encore une place. Hein, j'ai pas mal des inscrits, mais voilà, il y a encore une place possible. Donc, s'il y en a qui veulent nous contacter pour participer à ça, vous allez sur le site de la fédération et vous verrez toutes les informations. Vous allez à la rubrique stage, vous verrez tout le détail de ça. Voilà. Autre chose, les FestiAct, donc c'est un ensemble d'événements un petit peu partout en France, pour l'instant quand même pas mal en Isère, il faut bien le dire, sur des week-ends ou sur des journées qui réunissent plusieurs troupes de théâtre. La prochaine édition est le 2 juillet, donc à Saint-Marcelin, au Mélilo Théâtre. Donc, ça va être les FestiAct du Mélilo. Donc, appel à candidature pour ceux qui veulent venir passer une journée à rencontrer d'autres comédiens, se voir les uns les autres, à montrer son spectacle. On invitera aussi des programmateurs. Donc voilà, on aura du vrai public et puis on se fera des petites bouffes ensemble. Et puis voilà quoi. Donc, même chose, si vous êtes intéressé, vous allez sur le site de la fédération et puis vous portez candidat pour venir. Les premiers arrivés seront en gros les premiers servis, quoi, parce qu'on n'a pas énormément de place non plus. Donc voilà. Et puis, vive le théâtre, hein, on est complètement déconfinés, plus de masques, plus de passe sanitaire, plus de passe vaccinal. Ça devient d'un monotone. Hein. Maintenant, on revient à la vie d'avant, où on peut faire tout ce qu'on veut. Donc c'est bon, heureusement qu'on a encore une petite guerre pour nous occuper au niveau des chaînes d'infos, une élection présidentielle, tout ça, quoi. Mais bon, voilà, on est dans un train-train, quoi, quand même. Hein, mais bon, voilà, en espérant que le train-train pour les Ukrainiens va très, très vite devenir meilleur, quoi, parce que c'est quand même difficile ce qui se passe là-bas, mais comme ailleurs dans le monde, quoi. Hein, il y a d'autres endroits aussi où il y a des guerres et on en parle peut-être moins aussi, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, celle-là, elle est très, très proche. Quoi. Voilà, donc on va revenir à des choses un petit peu plus gaies pour parler de théâtre et de théâtre amateur et de bon théâtre amateur. Forcément, si vous êtes là, c'est que vous aimez le bon théâtre amateur. Donc, on va commencer avec un régional de l'étape, on va dire. On va commencer avec André, qui a quand même l'habitude de parler, de causer dans le poste, quoi. Hein. Donc, André Bon, du théâtre de la Renverse, qui se situe à Vorep, en Isère. Donc, pas très très loin de Grenoble pour ceux qui ne se situent pas. Donc, André, parle-nous un petit peu de ton actualité. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains temps pour le théâtre de la Renverse? Alors, la particularité du théâtre de la Renverse, créé en 2009, je précise, c'est de présenter mes créations. Je suis donc l'auteur maison de la troupe. Alors, on verra dans l'actualité qui nous vient que nous allons pour un an interrompre ces présentations de mes créations juste pour une année, puisque l'année suivante, nous reprendrons nos vieilles habitudes. Alors, depuis quand même, avec la Covid, on a un petit peu traîné. Ça fait quand même presque 2 ans que nous présentons une création qui s'appelle Femmes combattantes. Alors, c'est quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur. Ça vient aussi de mon enfance, de ma famille, où j'ai croisé énormément de militants, mais surtout des militantes de la cause progressiste, de la paix,
Et donc, j'ai écrit cette pièce un peu en leur honneur. Et j'ai situé là trois périodes qui me paraissaient importantes à mon égard, mais aussi à l'égard de l'histoire. C'est la pré-révolution française avec ces femmes qui tenaient salon et qui ouvraient leur maison à des Diderot, des Voltaire et autres Rousseau, et où n'était pas exempt de la discussion, la condition féminine. Et déjà, les prémices d'une révolution dans ce domaine-là. Alors, ça ne veut pas dire que Voltaire était un féministe, Diderot pas davantage, un petit peu plus, mais ces femmes-là ont eu beaucoup de courage pour s'émanciper par rapport à la domination masculine. Voilà, donc c'était la première période. La deuxième période, elles n'ont rien à voir, c'est la guerre d'Espagne, parce que dans mon enfance, eh bien, la maison s'est trouvée être un peu le refuge de militants antifranquistes, antifascistes, et qui venaient ici retrouver un petit peu la capacité d'apprendre le français, mais aussi parce que mon père était enseignant, mais aussi d'avoir des commodités, un logement, un travail, etc. Donc, j'ai vu aussi, et ça m'a paru assez remarquable, des femmes présentes qui avaient combattu courageusement contre le franquisme. Je vais essayer d'être un peu court. Donc la troisième période, qui est plus délicate, que j'ai connue aussi à mon âge de 10 ans tout particulièrement, c'est la guerre d'Algérie. Mais j'en ai parlé du côté français, puisque c'est de ce côté-là que je l'ai vu. Nous étions dans notre maison tout particulièrement visés par l'OAS, donc une organisation paramilitaire d'extrême droite qui ne lâchait rien sur l'Algérie française et la décolonisation. Et donc, c'est par le biais donc, de jeunes femmes qui de jeunes étudiantes lycéennes dans la pièce qui, tout en préparant des tracts à distribuer, eh bien, vont aborder le thème de la guerre d'Algérie, de la décolonisation. Voilà. J'ai effectivement trouvé une formule qui me paraît un petit peu plus légère de faire raconter cette histoire dans la pièce par une femme qui relate en quelque sorte la vie de ses ancêtres. Voilà. Il y a évidemment de l'histoire, parce que j'ai veillé quand même à ce que les dates, à ce que les événements soient précis. Mais j'y ai donné une touche humaine et j'allais dire même drôlatique. J'insiste sur ce côté-là parce que j'ai toujours trouvé dans ces gens que je rencontrais dans la famille, ces militants qui venaient d'un peu partout, même des Algériens qu'on recevait, qui faisaient de l'alphabétisation, qui avaient souffert, qui avaient connu des moments difficiles, un humour extraordinaire. En toutes circonstances, ils savaient rire. Et je pense d'ailleurs, puisque tu parlais de l'Ukraine, qu'actuellement les Ukrainiens manient beaucoup le rire et l'humour pour pouvoir supporter l'insupportable. Voilà, je pense que j'ai été pas trop long. Alors, combien de personnages dans la pièce? C'est une bonne question. C'est compliqué à dire parce qu'en fait, chaque comédienne joue plusieurs personnages. Puisqu'il y a trois périodes, eh bien, celle-ci change de costume, change d'époque, et donc des personnages. Alors, parlons de comédiens. Combien de comédiennes, combien de comédiens? Voilà. Pour combien de comédiens, ça me paraît plus facile, effectivement. Je vais dire 6, si je me compte, mais je fais à la Hitchcock qu'une courte apparition. Donc, j'ai surtout 5 comédiens, donc surtout des comédiennes, évidemment, compte tenu du thème de la pièce. Voilà, que puis-je dire encore des comédiennes et des la durée de la pièce aussi, parce que les gens aiment bien savoir. La durée de la pièce est de 1h30 parce qu'elle allie à la fois les scènes théâtrales et le chant.
Nous avons la chance d'avoir une comédienne qui est à la fois chanteuse lyrique d'opérette et d'opéra, qui a une voix extraordinaire. Je ne pouvais pas échapper à cette possibilité de la faire chanter. Donc, elle va chanter à 5 reprises des chansons qui sont adaptées à cette période, dont le Ay Carmela, par exemple, de la guerre d'Espagne, pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est plein d'émotions, plein de rires. Il y a du drame, il y a du rire, il y a des larmes. Il y a de tout. Il y a tout, quoi. C'est la vie. Voilà, comme je l'aime. Souvent, ceux qui connaissent les pièces, c'est ça. Une pièce qu'on a pu accueillir au Mélilo Théâtre, donc moi je la recommande chaleureusement. Hein. Donc on verra les dates à la fin de l'émission. On balayera l'agenda et le calendrier de toutes vos dates. Mais voilà, une pièce à voir, à découvrir et à revoir peut-être aussi. À revoir surtout, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu déjà. Oui, mais vous n'avez peut-être pas tout compris. Vous n'avez pas tout compris. Absolument. Il y a tellement de nourriture que il faut bien 2 à 3 fois pour oh oui, facile. tout ingurgiter. Merci André. Donc on va aller un petit peu à l'ouest là avec des accents un peu rocailleux. Là. On va aller du côté de Jean-Louis Reynès dans le Tarn et Garonne pour nous parler du théâtre de la Découverte. Donc, on n'a pas d'accent. C'est vous qui avez de l'accent. Non, pas du tout. On t'écoute Jean-Louis. Parle-nous de ta pièce, de ta troupe. Voilà, bonjour à tous. C'est vrai qu'après la Covid, ça a été une période très perturbante. Et donc, je m'occupe de plusieurs troupes au sein de la compagnie théâtre de la Découverte à Carmaux, dans le Tarn, pour situer, c'est pas loin d'Albi, Toulouse. Et donc, on a repris petit à petit, mais pendant la Covid, on a pu répéter avec un duo féminin. On a fait la première en début d'année qui s'appelle la pièce J'habite chez ma cousine. Donc, c'est 2 comédiennes, malgré le Covid, entre les couvre-feux, les horaires différents, on a pu se rencontrer, on a pu répéter moi le texte. Et après, on a fait le forcing depuis septembre pour pouvoir la jouer. Donc, c'est l'histoire de 2 cousines, une qui est du pays, du Gers, qui monte à Paris rejoindre sa cousine qui a été expatriée, comme beaucoup de provinciaux, vont chercher du travail sur la région parisienne et qui voulait faire comédienne, mais qui est un peu en échec professionnel. Et la cousine, c'est un peu une caricature du Sud-Ouest, avec un accent encore plus prononcé que moi, et qui aime bien le canard avec ses graisses, etc., le bruit. Et c'est l'opposition entre la parisienne un peu BCBG, écolo, mais dans les termes, peut-être pas dans le suivi de la vie, et la provinciale qui monte, qui bouscule un peu tout ça. Voilà, c'est une pièce comique. Il y a quelques passages très comiques. Après, voilà, c'est une pièce légère, disons. Mais donc, on commence à la jouer. Ça fait 3 fois qu'on la joue, et on va la jouer pendant 1 an et demi dans notre région essentiellement, parce que c'est vrai que pour partir à l'extérieur, des fois, c'est parfois difficile avec les comédiens amateurs, entre la vie professionnelle, la vie familiale, concilier des longs week-ends, c'est difficile. Avec certains, c'est possible, et d'autres pas. C'est pour ça que j'ai monté, on va parler de la contrebasse, c'est la pièce de Patrick Susskind, qu'on a répété aussi pendant toute la vie. Je crois qu'on a fait 100 ou 150 heures de répétition avec l'acteur qui la joue. On a fait la générale hier, en comité restreint pour faire les ajustements. C'est une pièce qui tenait absolument à faire et on l'a élaguée un peu parce qu'elle était très longue, ça a duré près de 2 heures. C'est une pièce qui a été jouée par Jacques Villeray, Clovis Cornillac. Et bon, après, c'est l'interprète qui fait la pièce. Après, il y a le texte qui est un beau support, mais on a levé beaucoup le parti historique, il parlait beaucoup de l'Allemagne, parlait beaucoup du nazisme. On l'a gardé en forme, mais bon, on l'a raccourci. Maintenant, c'est une pièce qui va faire 1 heure, 1 heure et quart. Quoi. Et après, moi, j'ai accentué, puisque je suis le metteur en scène de la pièce, j'ai accentué le côté bipolaire de ce personnage qui en veut au monde entier, qui en veut aux femmes, à la société, qui est un peu imbu de sa personne aussi, ou même pour dire, et c'est un pléonasme. Et voilà, donc on a essayé de la rendre un peu plus vivante, parce que sur la longueur, c'était. J'ai pas trop regardé les extraits, parce que j'aimais bien, quand je fais des mises en scène, découvrir la pièce en même temps. Je connaissais, j'avais vu quelques extraits, mais voilà, on s'est bien imbibé pendant 1 an, on l'a lu.
beaucoup lu et on a trouvé des choses. Et voilà, on a fait une mise en scène très sobre, il n'y a pas beaucoup de décors. Et avec Michel Mulot, donc l'acteur, voilà, on compte la jouer à l'extérieur de l'Occitanie. C'est pour ça qu'on vient au théâtre à Saint-Marcelin après le festival, dans 3 semaines, je crois. C'est fin avril. Par ailleurs, je peux passer l'annonce parce que on doit aller à Auxerre pour autre chose avec Michel. On va faire une résidence lecture dans un moulin privé. Donc, on doit aller à Auxerre le 23 et on joue à Saint-Marcelin, je crois, le 24. Donc, si par hasard, vous connaissez un lieu entre Carmo, c'est-à-dire Albi et Auxerre, ouais, donc toute la région Auvergne, si par hasard un lieu qui est prêt à nous héberger, à nous nourrir et on jouerait la pièce, voilà, on peut trouver un arrangement. Si par hasard une date est disponible, ça nous fera sur la route autant jouer la pièce. Voilà. L'appel est lancé, soit avant Auxerre, soit après Saint-Marcelin. Oui, ça peut être le lundi, mais après le lundi, bon, c'est moins. Voilà, c'est une parenthèse, mais on ne sait jamais, oui, à redescendre, on peut aller vers la côte sur Montpellier. On a prévu de tourner avec cette pièce du côté de Marseille au mois de juillet, parce que le comédien de la Ciotat, il a un réseau là-bas, il connaît quelques théâtres. Donc, on a déjà quelques dates. Et du côté d'Avignon, c'est pas dans le festival, mais c'est à 50 km d'Avignon. On fait un week-end aussi au mois de juillet. Voilà, mais c'est une pièce et on est content de la faire parce qu'il y a eu beaucoup de travail. Mais voilà, on a fait la générale hier devant une vingtaine de personnes comme on fait souvent, devant des amis, des comédiens professionnels, certains, et des amateurs de théâtre qui nous suivent régulièrement à la compagnie. Donc voilà, ce sera une belle pièce. Alors, comment moi j'ai toujours un aspect un peu technique. Comment vous avez fait pour la contrebasse? Est-ce que c'est une vraie contrebasse que vous transportez dans une voiture? Comment vous faites avec cette contrebasse? Mais c'est surtout, il y a eu plusieurs facteurs, quoi. Parce que bon, j'ai regardé les prix sur Internet pour acheter une contrebasse neuve ou même d'occasion. C'était entre 500 et 1500 euros. Puis en passant à l'avenir, moi j'ai un petit duster, quoi. Donc j'ai essayé de calculer qu'on puisse rentrer la contrebasse dans la voiture. Donc j'ai fait fabriquer par le mari d'une de mes comédiennes de notre troupe, par un ébéniste, une contrebasse qui se démonte. Donc tout le haut se démonte, on la rentre à l'intérieur, c'est une caisse, derrière il y a des vis, on démonte les craques et on peut la rentrer, au lieu de faire 1,80 m, il fait qu'1 mètre. Et donc on pourra la rentrer à la voiture. C'est une petite technique, il y a un peu de travail pour la monter, mais bon, on s'est entraîné, on a la vidéo maintenant quand on se trompe, donc tout est prévu, voilà, qu'on puisse tourner avec une voiture, la contrebasse, un fauteuil et une sono au cas où, et qu'on puisse partir sur les routes tranquillement sans avoir loué un camion qui est excessivement cher pour partir le week-end. Voilà, on fera la voiture perso et ça coûtera moins cher pour tout le monde. Mais après, c'est pour ça que le décor est très succès, mais bon, mais il faut un pupitre, il faut notre fauteuil, il faut des petites tables de nuit. Après, suivant les lieux où on joue, eh bien, si je ne peux pas le rentrer à la voiture, je demanderai de trouver. C'est des petits décors, quoi, des petits ustensiles qu'il faudra trouver sur le. Mais on a l'essentiel quand même qu'on puisse rentrer dans la voiture. On ne prend pas les lumières parce qu'on n'aura pas de place. Une sono, on peut la transporter à la rigueur. Mais voilà, voilà. Mais bon, on a eu le temps d'y penser, quoi, pendant la Covid. Et c'était, voilà, on parlait beaucoup de ça pour pouvoir la voyager, pour ne pas rester que chez nous. Parce qu'ici, en plus, c'est pas le théâtre habituel que je propose. Quand je vais dans les comités de fêtes de village, dans l'Aveyron ou dans le Tarn, c'est pas le style de pièces qu'ils sont habitués à voir. Et c'est encore plus difficile de trouver des dates, quoi. Faut changer les habitudes, faut changer les habitudes. Ah oui, mais petit à petit, j'essaie à travers les pièces, mais de faire des pièces humoristiques, mais qui ont un fond social. Mais on peut parler de racisme, de féminisme, de pas mal de sujets actuels, de faire repasser un peu voilà, nos idées humanistes à travers une pièce. C'est le but du théâtre aussi, d'envoyer quelques messages aux spectateurs, au public, d'essayer de faire changer certaines mentalités, tout en restant dans l'humour. Eh bien, merci Jean-Louis de nous avoir fait partager ta passion avec ce bel accent, moi, qui à chaque fois m'enthousiasme. Des fois, au téléphone, j'ai un peu du mal à te comprendre, mais là, quand je vois tes lèvres bouger, c'est bon, j'arrive à te comprendre. J'essaye d'articuler, mais c'est vrai que j'ai les mots qui partent facilement. Non, mais c'est très, très agréable. Voilà. Très agréable. Alors, on va changer d'accent, on va revenir en Isère cette fois-ci. Voilà, un accent
on arrive à comprendre. Quoique, il y en a certains en Isère qui ont un accent un peu marqué. Je connais un certain Papagali, par exemple, voilà, mais qui est connu que vers chez nous, quoi, lui. Il n'est pas connu ailleurs. Mais bon. Donc, Janine, de l'instant T, va nous parler de son actualité. Nous t'écoutons, Janine. Voilà. Alors, mon actualité, enfin notre actualité, celle de l'instant T. L'instant T, ça existe depuis 2015, donc je ne vous refais pas l'historique, mais juste, je voulais préciser qu'on choisit toujours des textes qu'on trouve bien écrits, on fait attention à l'écriture en général de la qualité de la pièce, voilà. Et puis, notre style, c'est un peu ce qu'on qualifie de comédie dramatique. Ce sont des textes souvent qui sont assez profonds, mais qui ont quand même une pointe d'humour ou d'humour grinçant quelquefois. Donc, voilà, on choisit ce genre de pièce. Et donc, on a choisi Noces de sable pour notre 4e projet, du coup. Et Noces de sable, c'est une pièce qui se joue à 2 comédiens. On a choisi volontairement de jouer une pièce à 2 comédiens parce qu'on avait eu jusque-là des projets avec beaucoup de comédiens et ça nous plaisait de travailler autrement, de se concentrer un peu plus du coup sur la direction d'acteurs. Voilà, le travail est différent, donc c'était assez sympa de tenter ce projet. Et donc, on l'a travaillé pendant le confinement en visio et après, on s'est quand même vu, c'est pareil comme vous, à 2. C'est plus facile de trouver des moments de répétition quand on est 2 avec moi, ça fait 3. Donc il y a 2 comédiens et moi je fais la mise en scène, je précise, parce que je ne suis pas comédienne, et en tout cas pas maintenant en tout cas. Et du coup, ça nous a permis de nous rencontrer assez souvent et on a commencé à la jouer au mois de juin 2021 et en très peu de temps, on l'a joué beaucoup. Ce qu'on ne fait pas habituellement parce que comme on est une troupe amateur, on joue souvent 10-12 fois en une année. Là, on a joué plus de 10-12 fois déjà depuis juin 21 et on a encore 6 représentations à venir prévues, plus d'autres peut-être. Et donc, c'est l'histoire de 2 personnages, une romancière et un jardinier qui se rencontrent un peu par hasard à un moment de leur vie où chacun est en grosse remise en question. Et ces 2 personnages qui sont un peu au bout du rouleau à un moment de leur vie vont se rencontrer et ça va faire une sorte de rencontre explosive, je dirais, si j'ose dire, sans vouloir trop en dévoiler. C'est intéressant parce qu'il y a un cheminement de chaque personnage par rapport à sa situation affective, personnelle et même professionnelle, on va dire, puisque c'est un peu le bilan de sa vie à un moment donné. Ils vont se rencontrer, ils vont chacun mettre en valeur l'autre et faire que la vie va évoluer pour chacun d'eux après leur rencontre. Donc je ne peux pas trop en dire plus, parce qu'après je vous dévoilerai des choses. Voilà, c'est une pièce que j'aime beaucoup pour son écriture, justement. Elle est assez humaine, je trouve, elle est touchante. Et puis les comédiens ont beaucoup de plaisir à la jouer et comme on la joue depuis assez longtemps, on a avancé aussi dans notre façon de la présenter. On a amélioré des choses, donc le plaisir est toujours de plus en plus grand quand on joue plusieurs fois des pièces, donc c'est agréable pour les comédiens et pour moi aussi, donc on est content de continuer à la présenter encore. D'ailleurs, on l'a joué au Mélilo Théâtre. Vous aussi, vous êtes dernière. Hein. Voilà. Et c'est une pièce qui dure combien de temps? Toujours la question traditionnelle. Elle dure 1h30, 1h35, voilà. Entre 1h30 et 1h35. Et qu'est-ce que je voulais dire autrement? Non, je crois que j'ai fait le tour, oui. Ah, écoute, c'est une belle pièce et elle est très bien interprétée, bien mise en scène. Je l'ai vue au Mélilo et j'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Je confirme. Les 2 acteurs sont vraiment très très bien dans leur personnage et c'est vrai qu'on passe un super moment avec tous les 2, quoi. C'est vraiment. Et puis avec des petites choses. Voilà, il y a un mystère dans cette pièce. Il y a vraiment des rebondissements. C'est vrai qu'on peut pas en dire beaucoup aussi. Plus, quoi, mais il faut la voir. Quoi. Oui. Il y a des rebondissements. Il y a les dates à la fin. Merci Janine. Donc préciser que l'instant T,
Vous êtes basé Alors, où? c'est à Fontaine, À Fontaine, donc à côté de voilà, Grenoble, hein, voilà, après, à côté de proche Grenoble. banlieue de Grenoble. Donc il y a des fontaines un petit peu partout en France, mais celui-là, c'est le nôtre, c'est à côté de Grenoble. Eh bien, merci Janine. Là, maintenant, on va aller plein sud, Merci. dans les Alpes-Maritimes, avec Michel, tu es de Nice, hein, c'est ça? Oui, Les Cohérents. Donc, ben, voilà, bienvenue Michel. Tu es merci. la seule à ne jamais être intervenue dans l'émission de scène. Donc, bienvenue à toi. Donc, ben, parle-nous de Les Cohérents, parle-nous de la pièce que vous proposez actuellement. Voilà. La parole est à Alors, toi. les cohérents, nous l'avons créé en 2009 à peu près. Et elle présente les textes que j'écris. Quand je prenais des cours, j'avais pas tellement envie de faire 10 minutes de Sartre ou 10 minutes de Molière, ou bon, c'était assez frustrant. Donc, j'ai écrit des courtes scènes. De courtes scènes en courtes scènes, je suis venue à des pièces et on a une petite troupe qui varie un petit peu, ça fluctue selon les possibilités des uns et des autres et les rôles. Voilà. Donc là, nous présentons une comédie. Bon, moi jusque-là, je présentais plutôt des comédies dramatiques, puisque j'ai écrit une pièce qui met en scène Lou, Nietzsche et Paul Rée dans leur trinité, et une autre pièce qu'on a beaucoup jouée, parce que Lou a été beaucoup arrêtée dans sa lancée par le Covid. Donc, on n'a pas pu reprendre comme on aurait voulu. Et pour la pièce sur Duras, Le Dernier Amant, elle met en scène la période où elle est avec son dernier compagnon, Yann Andrea, beaucoup plus jeune qu'elle, et où elle écrit l'amant. Donc, je n'ai pas pris le texte, mais c'est sa vie et c'est une étape de sa vie. Voilà. Bon, ça, je voulais en parler parce que ce sont deux pièces qui, selon moi, auraient pu être jouées un petit peu plus s'il n'y avait pas eu tous ces aléas et les annulations dernièrement. Bon, en septembre, quand nous avons repris Le Dernier Amant, il y a eu un Covid, donc bon, on a dû annuler et on n'a fait que 2 représentations, on en avait prévu 4. Voilà. Donc, j'en suis venue à la comédie et je présente Yvan le Terrible. Yvan le Terrible, nous sommes chez une chanteuse de music-hall sur le retour. Elle est bien tranquille avec son micro et l'urne de son mari. Elle vient d'être saisie, donc elle n'a plus rien, elle n'a que des cartons. Et voilà qu'on frappe chez elle. C'est son voisin de palier qui débarque et qui lui demande l'hospitalité, ne serait-ce que pour quelques heures, parce qu'il est traqué par sa femme, dit-il. Et il sera suivi par 2 autres personnes tout aussi intrusives. Bon, là, je ne veux pas raconter trop la suite, jusqu'à un coup de théâtre final. Voilà. Et pour notre affiche, j'ai pris un Cupidon qui lance sa flèche sur un sac de dollars. Voilà, donc c'est une pièce comique, enfin, j'espère, mais pas que. Je fais un petit peu le tour avec la toute-puissance de l'argent, les aléas du couple et les aléas de la vie tout court. Voilà, pour cette pièce qui est une comédie. Combien de comédiens dans la pièce? 4 comédiens. Des comédiennes, 4 femmes. 3, il y a un comédien, dont moi. D'accord, donc tu joues dedans. Voilà. Okay. Et la pièce dure combien de temps? 1h30 à peu près. Nous allons la jouer à l'eau vive à la fin du mois. Ok, ben on va voir les dates, on verra l'affiche aussi. Hein, donc oui. Le Cupidon, on va voir ça. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a des choses à faire entre André et Michel, 2 auteurs qui écrivent sur parfois des choses un peu historiques, un peu en parlant de personnes, de personnalités passées. Moi je trouve qu'il y a des. Et si je peux dire quelque chose, vas-y. Je me suis souvent entendu dire, bon, écris quelque chose de drôle, nous, on veut aller au théâtre, on veut rire. Mais moi, je réponds toujours, on peut très bien se distraire
sur, bon, comme disait Janine tout à l'heure, une comédie dramatique. Par exemple, dans ma pièce sur Marguerite Duras, elle adorait Caprice est fini, qu'elle obligeait son jeune compagnon à écouter en boucle. Elle lui faisait manger des poireaux vinaigrettes à longueur de semaine. Elle se disait, bon, elle a un côté très drôle, par moments, on peut rire. Et pourtant, bon, Marguerite Duras, a priori, n'a rien de comique ni de léger. Donc, je ne comprends pas cette optique de dire, bon, il faut du comique pour rire, pour rire et pour se faire plaisir. Alors qu'on peut se faire plaisir avec une… Eh oui, il faut la diversité, quoi. Faut la diversité. Oui. Et c'est vrai que malheureusement, on connaît pas mal de petites communes on leur propose une pièce. C'est drôle au moins ce que vous proposez. Oui, voilà. Oui. Il nous faut vraiment du très très drôle. Oui, dans les communes, j'ai pas été… Oui, c'est vrai. Tant pis. C'est parfois un peu compliqué de placer des pièces un peu plus. Moi, je me rappelle qu'on avait joué une année Le baiser de la veuve d'Israël Horowitz. L'histoire d'une femme qui se fait violer par toute sa classe en terminale, machin, c'était une superbe pièce, hein, trois comédiens, vraiment très très belle pièce, mais à chaque fois on nous disait oh c'est pas drôle, hein. Ah bah non, c'est un viol, donc voilà quoi, hein. Donc c'est voilà, faut aussi aller découvrir des choses qui sont pas forcément des choses très très grasses, quoi. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Donc faut être curieux, quoi. Donc invitons les gens qui nous écoutent et qui nous regardent à être curieux de tout, quoi, et à découvrir des choses. Ouais, Jean-Louis, tu voulais dire quelque chose? Oui, est-ce que Michel et André, vos pièces ont été jouées par d'autres troupes en dehors de vos troupes à vous? Est-ce que ça a été joué par pardon. Jean-Louis, tu me parles à moi? Non. Voilà. Et est-ce que vous donneriez ça vous intéresserait Pourquoi pas? D'autres troupes la jouent parce que peut-être des fois ça serait d'autres visions de la pièce, ça peut être intéressant. Oui, je redoute un peu certaines visions remarquées. Mais bon, oui, il ne faut pas trop trahir. Mais oui. Ah non, mais elles sont éditées. Hein. Lou est édité et le dernier amant aussi. Elles sont à l'Harmattan. Ça doit être intéressant pour vous de comparer ce que ça donne sur scène. Après, les comédiens, après, bon, on ne peut pas trop modifier. Mais vous êtes vous êtes où, vous, dans le… Moi, je suis dans le Tarn, à Tralby. J'aimerais bien voir ce qu'on peut faire d'autre à partir d'un écrit, oui. C'est vrai. Oui, parce que… mais moi, je fais la contrebasse, mais il y a eu tellement de versions. Moi, j'ai monté Fugueuse l'année dernière. Ah oui, je l'ai vu, ça. Mais voilà, on peut la monter différemment. C'est le rôle du metteur en scène, de proposer des fois les mots restent les mots, mais on peut les dire d'une différente façon, on peut les interpréter. Voilà. Non, mais c'est juste une question comme ça. André, tu voudrais pas que tes pièces soient jouées par d'autres compagnies? Il n'y a aucun problème. Il y a une compagnie qui m'a demandé une de mes pièces que j'ai envoyée. Le seul problème, c'est que j'ai jamais su ce qu'ils en avaient fait et j'ai jamais été invité. C'est ça aussi. J'ai pas été invité ni à la première ni à la dernière. Oui, peut-être qu'ils l'ont pas monté. Voilà. Mais j'ai jamais recherché ça. Hein. Oui, non. Mais s'il y a une troupe qui le réclame, parce que ça leur a plu, parce qu'ils sont venus voir, moi, je considère que la création, c'est quelque chose qui n'est pas une propriété. Voilà. Donc, j'ai fini d'ailleurs par ne plus être affilié aux auteurs parce que je trouvais ça pas intéressant. Je payais pour pas grand-chose. Et puis c'est tout. Donc, mes pièces sont protégées tout simplement parce que quand je les termine, avant de les mettre en scène et de les jouer, de les présenter, je la transmets à 5 personnes que je connais bien et sachez que ça suffit pour les protéger. C'est-à-dire que personne ne peut, à partir de là, prendre votre texte et mettre son nom à la place. Voilà, donc on n'a pas besoin d'être dans… Exactement. Oui, il y a la SACD pour ça aussi. Oui, mais
Voilà. Non, mais je ne vous raconterai pas l'histoire avec la SACD, Jean-Paul la connaît. On fera une spéciale auteur un jour. On fera une spéciale J'ai participé à des festivals et dans l'un, on m'a dit, dis donc, tu es très cher comme auteur. Hein. Je dis pardon. Et en fait, il y a un autre André Bon qui se trouve à Paris et c'est lui qui percevait. Pas de chance. Et Pas de chance. Hein. C'est d'autant pas de chance, c'est plutôt pas de la chance, c'est autre chose. Le gars de la SACD avait pris contact avec moi pendant que j'étais à Avignon, je peux le dire ouvertement, si c'est public, tant mieux, parce qu'il le sait, et en me disant, mais c'est ta pièce qui a ce titre? J'ai dit oui. Ah d'accord, bon, très bien. Et pendant 3 ans, eh bien, le André Bon de Paris a touché les droits. Oui, alors que moi, c'est pour moi, j'ai jamais voulu un centime. Je considère que la création, c'est libre. Et moi, je dirais qu'une pièce de théâtre, c'est un texte, mais c'est aussi beaucoup. C'est pas qu'un texte, quoi, parce que sinon on lit un bouquin, quoi. Hein. La mise en scène, l'interprétation, c'est vraiment un tout, une pièce de théâtre. C'est vraiment un tout, quoi. Hein. Et effectivement, ce qu'un metteur en scène ou ce que des comédiens vont faire d'un texte, eh ben, l'auteur peut se dire, ah tiens, je ne le voyais pas comme ça, quoi. Dans le meilleur des cas, il peut aussi se dire, oh là, sacrilège, vous avez complètement détourné mon texte. Mais c'est aussi la loi du théâtre, quoi. Sinon, voilà, on ne dépose pas sa pièce et puis on non, absolument. La jouer, quoi. Après, quand on a déposé le texte ou quand on l'offre à une troupe, il ne nous appartient plus. J'ai même souvent, je dis à mes comédiens qu'à partir du moment où ils attaquent le travail, les personnages ne m'appartiennent plus. C'est pour leur donner cet espace de liberté, puis de création et de vision de ce qu'ils ont de leur personnage. C'est pour ça qu'on est à la fois acteur et metteur en scène. Des fois, on est un peu schizophrène. Ils m'échappent très vite. Les personnages étant mieux, ils ont leur propre vie. Ouais. Et en tant que metteur en scène, ben, on redécouvre notre propre texte aussi. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous autres auteurs, metteurs en scène là, dans l'émission, mais c'est vrai qu'on redécouvre les choses. On a écrit des choses, mais après, quand on les met en scène, ben, ça devient des fois autre chose, quoi. Absolument. Il y a des petites différences, quoi, des petites différences. Et alors, quand les comédiens se l'approprient, c'est encore autre chose. Mais quand même, les interprétations ne sont pas toujours heureuses. Hein. On a vu, même avec des grands, des Lavare de Molière, par exemple. Moi, je l'ai vu une fois, mais c'était avec je ne sais plus qui, un grand, totalement sinistre. Donc, je veux dire, il y a quand même... Bon, on me fait dire n'importe quoi, alors, à partir d'un texte qui est respecté, hein, je ne dis pas, mais bon, il faut quand même se méfier de l'interprétation. Oui, mais bon, voilà, Molière n'est plus là pour s'en plaindre. Voilà. Et moi, je ne me méfie jamais de l'interprétation. Je considère que c'est une autre vision qu'on peut avoir, mais toutes les visions ont leur authenticité et leur valeur. Moi, je sais qu'à la sortie d'une pièce à Avignon, c'était, je ne sais plus ce que c'était, oui, c'était La Cantatrice chauve, quoi, d'Eugène Ionesco. Alors voilà, une pièce, 36 000 versions possibles avec ce texte-là, quoi, parce qu'il n'y a rien indiqué, quoi. Pour le metteur en scène, c'est jubilatoire parce qu'il fait ce qu'il veut, quoi. Et il y avait des gens qui en sortaient, qui criaient au scandale par rapport à l'interprétation qui en avait été faite, et puis d'autres qui criaient au génie, quoi. Donc, voilà, quoi. Ça dépend beaucoup des périodes. Je sais qu'à une période, dans les années 70-80, Molière était revisité comme un auteur marxiste. Donc, il y avait une vision très lutte des classes dans la façon dont Vitesse ou d'autres mettaient en scène le Molière. Bon, ça a fait crier, mais après tout, c'est aussi ça, le théâtre, c'est quelque chose de vivant, et que ça accapare des créateurs. On est pour, on est contre, mais c'est ça qui fait la richesse. C'est suivant les humeurs de chacun. Oui. Oh, bah là, on a bien philosophé quand même. Là. Pour finir, je vais partager un écran, je vais partager le site. Alors, si j'arrive. Michel. Partager, hop. Voilà, vous devez voir normalement à l'écran
le site de la FFTA. Donc, il y a une rubrique agenda ici. J'ai pas tout mis. Hein. Pardon? Ah oui. J'ai pas tout mis dans l'agenda encore. Là. Moi non plus. Faut mettre. Voilà, c'est un peu grand. Et donc, dans l'agenda, vous allez retrouver, donc là, il y a des tas de choses dont on a déjà parlé, hein, le Lotus Noir était venu il y a 2 mois, je crois, nous présenter leur pièce. Le bal des crapules, qui avait été aussi présenté par Laure Pinatel. Voilà, donc Femmes combattantes. Donc, vous avez la prochaine représentation à Échirolles, à la salle de la Ponatière, donc le samedi 9. Venez nombreux, il y a 200 places. Hein. Voilà, il y a de la place. Hein. Et c'est dans le cadre. 200 places, il faut les remplir. Hein. Événement. C'est la Ponatière. André, hein. Comment? C'est dans le cadre d'un événement particulier, je crois. Oui, c'est dans le cadre de la mémoire par rapport à la fin de la guerre d'Algérie, donc 1962-2022, 60e anniversaire. Et il y a 5 communes participantes à tous ces spectacles, expositions, débats. Nous, on n'est qu'une partie dans toute la programmation qui dure plusieurs mois. Donc, je sais qu'il y a, là, on est à Échirolles, mais derrière tout cela, il y a la ville de Grenoble, la ville de Poisat, Hébin, Gières. Et Saint-Martin-d'Air, c'est ma femme qui me complète tout ça, c'est elle qui s'occupe de l'organisation. C'est Marlise. Voilà. Ok, donc le bal des crapules, là, il joue beaucoup en ce moment, il joue énormément. Noces de sable, donc voilà les 2 comédiens de Noces de sable. Brigitte Dumas et Nicolas Olivesi, voilà. pour ceux qui ne le connaissent pas. Georges, la contrebasse, voilà. Donc Ah si, je l'ai mis à blague. Ouais. Ça, c'est dans le cadre d'un festival où il y a des professionnels et des amateurs qui sont mélangés. Quoi, que j'organise chaque année à Blaye-les-Mines, c'est à côté de Carmont. C'est sur 3 jours. Ça, c'est samedi 16. Le bal des crapules encore, Georges Caplan. Donc voilà, il y en a qui jouent beaucoup ce mois-ci. Hein. Ouais, dis-donc. Bal des crapules à Lyon. Yvan le Terrible, donc voilà, le fameux chérubin là, avec le sac de $. Ah ouais. Voilà, donc, qui est joué à Nice au théâtre de l'Eau-Vive le jeudi 28 avril. Voilà. Et voilà, qui sera rejoué le vendredi 29. Voilà, et puis, là, tiens, des choses qui se sont rajoutées depuis tout à l'heure. Notre ami Franck Leplus, donc à côté de Lille, donc voilà, une nouvelle création. Et puis à nouveau Yvan le Terrible. Oh, ça y va. Ah tiens, Bacchus. Bon, là, on ne va plus en parler parce que on en parlera le mois prochain de tout le reste. Donc voilà. Donc voilà. Ah Michel a disparu. Bon, ouais. Et des agréments d'Internet, c'est vrai que Nice, c'est une petite ville, pas forcément bien connectée. Donc voilà. C'est possible. Donc on va dire au revoir à tous ceux qui nous regardent. On reste ensemble quelques minutes pour débriefer tous les 4. Si Michel nous rejoint, et puis on fait un petit coucou aux spectateurs. Au revoir. À la prochaine. Merci d'avoir regardé. Vive le théâtre. Il y a Michel qui revient. Bonne soirée. Ah, attends, il y a Michel Bonne soirée. Voilà. On va lui dire au revoir aussi. Ah oui. Michel. On était juste en train de dire au revoir aux spectateurs. Bon, on a balayé tout l'agenda, donc c'est bon, on a vu tes dates. Vous avez été coupé vous aussi? Ben non, nous non. On était là. Mais, je sais pas, j'avais plus de. Si j'ai eu une coupure au début. Oui. Plus de réseau. Donc voilà, on disait au revoir à tout le monde et puis on reste ensemble pour débriefer. Hein.